Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette rencontre sous le signe de la rébellion et de l'engagement et bien sûr de la littérature. J'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Silvia Avallone, dont le dernier roman s'intitule Une amitié, publié aux éditions Liana Lévy, ainsi que Véronique Olmy pour Le courage des innocents, publié aux éditions Albin Michel. Aujourd'hui, nous allons, je parlais d'engagement, de rébellion, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu au sujet qui traverse votre travail et surtout la motivation qui est la vôtre en tant qu'écrivain pour vous atteler à ce travail qui est si ardu en réalité, le travail de l'écriture. Mais pour ce faire, j'aimerais que d'abord on rentre un petit peu dans vos univers, les derniers univers que vous avez créés avec vos livres, Le courage des innocents et Une amitié. Essayez de comprendre un peu qui sont ces personnages et peut-être à travers eux, justement, décortiquer le sujet de notre table ronde. Véronique Olmy, Le courage des innocents nous emmène à la rencontre d'un jeune homme qui est plein de feu, qui est plein d'envie. Je parlais d'engagement. Voilà quelqu'un qui est engagé, qui est porté par une volonté farouche. Alors d'abord, de sauver son petit frère. Et cette volonté très intime de sauver son petit frère va se transformer en une volonté universelle qui va être de sauver les enfants en général. Ce garçon, Ben, vers 23 ans, décide d'aller chercher son petit frère qui se trouve dans une institution parce que père alcoolique, père violent, une situation familiale extrêmement compliquée. Il s'est juré qu'un jour il irait chercher ce petit frère, il irait le sauver. Il l'appelle son frère-fils ou son fils-frère. Il a ce rapport quasi paternel à cet enfant. On a presque le sentiment qu'en voulant sauver son petit frère, c'est une part de lui-même qu'il veut sauver. Et puis, quand il va arriver dans cette institution où il va travailler comme veilleur de nuit pour pouvoir approcher son petit frère, il va se rendre compte que les choses sont beaucoup plus complexes qu'il ne le pensait et que l'on ne sauve pas quelqu'un n'importe comment et juste par la force de sa volonté. D'abord, Véronique Olmy, j'aimerais savoir, on sait que l'enfance a une place toute particulière dans votre œuvre, la violence que subissent les enfants, la manière aussi dont ils trouvent peut-être un chemin de résilience, on retrouve ça dans votre travail. Mais quelle a été l'inspiration pour ce livre en particulier ? Bonjour, moi je suis très contente d'être ici. Vincennes a été longtemps ma ville, donc je me sens bien à la maison. Le départ de ce livre, en fait, c'est le livre précédent. C'est Le Gosse qui parlait d'un gamin confié à l'assistance publique dans les années 30. Et à la sortie du livre, j'ai fait des rencontres en librairie, en salon du livre, etc. J'ai reçu des courriers de lecteurs. Et beaucoup me parlaient, témoignaient de ce qu'avait été pour eux soit la DAS, soit pour leurs parents, leurs grands-parents, l'assistance publique. Et à chaque témoignage, il y avait une ambiance, des aveux, des vœux qui étaient donnés avec beaucoup de gêne, de douleur, et qui expliquaient la honte qu'avaient pu vivre les enfants de l'assistance publique, et à quel point aussi c'était très souvent révélé après la disparition de la personne, comme s'il y avait une grande chape de silence. Et voilà, tout ça était vraiment très douloureux. Et j'ai rencontré au même moment une lectrice qui était, parce que maintenant elle a changé de tribunal, juge des enfants à Nanterre. Et j'ai parlé avec elle. J'ai compris qu'en fait, il y avait un legs avec les enfants qui aujourd'hui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, à l'ASE. Il y avait un legs non seulement des années qui nous ont précédés, mais aussi d'il y a 100 ans. C'est-à-dire, du coup, après, je suis allée à Nanterre écouter, soit dans le bureau de la juge, soit au tribunal, les audiences pour les jeunes mineurs placés. Et j'ai compris qu'en chacun de nous, il y avait cette mentalité à plus ou moins grande échelle, cette sorte de déshérence, d'empathie, de manque d'empathie, parce que
Dans le livre, Ben dit qu'il y a une phrase qu'il ne veut pas prononcer, qu'il est, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que on avait très peu bougé, très peu évolué sur le regard qu'on leur porte et donc la façon dont on les prend en charge. Et voilà, donc ce livre est né du gosse. Et c'est une plongée dans ce lieu où va se rendre donc Ben, où on va découvrir la manière dont vivent les enfants, mais surtout la façon dont on sent une forme de parfois de résignation mêlée de colère. C'est très étrange, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois ces enfants ont accepté l'idée qu'ils étaient relégués un peu en marge de la société, et en même temps il y a une espèce de colère sourde, sous-jacente. Vous évoquez à un moment donné ce qu'on appelle les incassables. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Incasable, pardon. C'est un lapsus, vous voyez. C'est un lapsus très parlant parce qu'effectivement, on a l'impression que rien ne les atteint, alors qu'en réalité, ces enfants intérieurement bouillonnent, voire sont dangereux. Qui sont-ils, ces incasables ? Alors, dans les dossiers, on dit cas complexe, parce qu'il y a forcément le langage très policé de l'administration, et puis il y a la réalité que vivent les éducateurs et les enfants. C'est plus abrupt. Et je comprends pourquoi Boris Cyrulnik ne supporte plus qu'on prononce le mot résilience à toutes les sauces. Parce que résilience, ça veut dire, ce que je dis à un moment dans le livre, mais t'inquiète pas, les enfants, ils s'adaptent, ils oublieront. Comme si c'était des gens de mini-adultes, pas vraiment des personnes à part entière, mais des mini-adultes avec un mini-cerveau, des mini-récepteurs de sensibilité. Et en grandissant, ils vont passer à autre chose. Et en fait, oui, il y a ces deux personnes, Ibrahim et Louis, à un moment dans le livre, ça existe. Hein, moi, toutes les paroles des enfants sont des paroles que j'ai entendues. Et le cas de ces deux enfants qui ont passé 2 ans en foyer d'urgence, où tous les jours, on leur disait « Demain, tu pars, fais ton sac ». Je ne sais pas si aucun d'entre nous peut s'imaginer ce que c'est. Demain, tu pars, fais ton sac. Et puis finalement, on ne part pas. C'est-à-dire que ces enfants-là sont victimes plusieurs fois, victimes du milieu qui n'a pas pu les protéger, qui même les met en danger, et victimes d'un système qui ne va pas du tout. Alors, il y en a qui sont des bombes qui implosent, qui ne savent... D'abord, c'est vrai que l'éducation, c'est aussi, comme chez les grands singes, hein, c'est le mimétisme, c'est-à-dire c'est les câlins et les jeux. C'est comme ça que font les mamans guenons, les mamans chimpanzés. C'est le jeu et la tendresse. Et on apprend par mimétisme. Mais quand vous n'avez personne en face, quand vous n'avez rien que la violence, vous apprenez quoi ? Vous vous remplissez de quoi ? Et donc, il y a un langage que vous n'avez pas appris, que ce soit un langage oral ou corporel. Et il y a une sensibilité qui, à force d'être dévié, d'être tout le temps sur le qui-vive, d'être agressé, vous savez pas comment composer puisque vous n'avez pas les outils. Et ce sont des incasables parce qu'on se les... Excusez-moi d'être grossière, on se les refile, on se les passe parce que partout où ils vont, c'est des tornades de violence. Et donc, pour les enfants qui sont là, c'est pas bien. Et donc, on les met dans un foyer, puis dans un autre, on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. Alors, ce roman est en 2 temps. Il y a une ellipse de 10 ans entre la première et la deuxième partie, puisque dans la deuxième partie, Ben va partir en Ukraine avec une association qu'il a créée pour aller s'occuper justement des enfants, notamment des enfants déportés. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du passage d'un combat intime à un combat universel, c'est-à-dire que le combat qu'il a essayé de mener pour son petit frère, et on n'en dira pas plus, il va l'élargir au monde, et en l'occurrence à l'Ukraine, qui est une actualité brûlante. Et là, vous nous parlez de ce cas-là, c'est-à-dire ces enfants déportés, qui sont des enfants qu'on donne à l'adoption alors qu'ils ne sont pas orphelins.
Alors, si je peux, une petite précision, Ben, il ne va pas en Ukraine pour aider les enfants, parce qu'en fait, il ne sait même pas le matin quand il se lève qu'il va partir en Ukraine 2 heures après. Donc Ben, c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a une ellipse de 10 ans, au début du livre à 23 ans, c'est un jeune activiste très charismatique qui est fiché par la police parce qu'il fait des actions contre l'enfouissement des déchets nucléaires, contre l'invasion des terres agricoles par l'armée. Voilà, il est très engagé et puis ça commence quand il va chercher son petit frère. Là, c'est un choc parce qu'il apprend effectivement un monde beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, mais il est comme nous, Ben, comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire qu'il sait un peu. Il entend qu'il lit, voilà, il y a des scandales, des choses douloureuses, il sait un peu. Et l'Ukraine, finalement, le matin, il va porter des médicaments à ce bus qui part. C'est au tout début de l'invasion ukrainienne. Et finalement, il y a une place dans ce bus et il monte et il se demande pourquoi il monte. Est-ce qu'il est un touriste? Est-ce qu'il veut se faire peur? Est-ce qu'il veut approcher le feu? Là, il a un peu mauvaise conscience. Et par des détours qu'on ne va pas développer ici, il va arriver à Kherson, qui est la première grande ville ukrainienne occupée sitôt la déclaration de guerre. Et cette ville est occupée et toutes les régions, toutes les villes occupées par les troupes russes prennent les enfants d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'une façon détournée par les colonies de vacances ou quand les gens fuient dans les points, les checkpoints, on sépare les parents des enfants, ou bien dans les foyers, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Enfin, dès qu'il y a des situations de vulnérabilité pour les familles, et il y a des milliers d'enfants qui sont aujourd'hui, toujours, chaque jour, déportés en Russie, ceux dont la Russie se vante, donc en fait propagande. Donc c'est comme ça qu'on peut voir des films où on voit les enfants qui arrivent par centaines, par avion, par bus, par train, et qui sont, qu'on ne reverra pour la grande majorité jamais. On y reviendra dans un instant, Véronique Olmy. Je me tourne vers Sylvia Avalone avec une amitié. Une amitié, c'est l'histoire d'Elisa et de Béatrice, une amitié adolescente avec tout le feu, toute la passion que peut avoir une amitié adolescente. C'est une histoire qui est racontée du point de vue d'Elisa, alors qu'elle a déjà grandi, elle a la trentaine. Elle va raconter son histoire en réaction peut-être à l'image qu'elle voit dans les réseaux sociaux et dans les médias de celle qui a été sa meilleure amie, parce qu'elle est devenue extrêmement connue. C'est une influenceuse très réputée. Et l'image qu'elle voit de celle qui a été sa meilleure amie n'est pas du tout celle qu'elle connaît. Elle va voir une image déformée, enjolivée, et elle connaît une autre Béatrice avec ses failles, ses fragilités, avec ses erreurs, et elle va la retrouver, cette amie, à l'intérieur de journaux intimes qu'elle a conservés et dans lesquels elle a raconté cette relation qui était à la fois magnifique, parfois toxique, et qui s'est mal terminée, mais qui l'a marquée à tout jamais. Elles sont très différentes, elles viennent de milieux sociaux extrêmement différents, et elles vont s'influencer l'une l'autre, s'apprendre la vie, apprendre à grandir l'une au contact de l'autre, sachant que Béatrice est celle qui a le plus de pouvoir, d'une certaine façon. C'est celle qui est morte dans la vie à pleines dents, qui a l'air de n'avoir peur de rien, alors qu'Elisa est peut-être celle qui suit un peu. Ma première question, Sylvia Avalone, c'est d'abord comment sont nés ces personnages, et surtout, on sait que vous avez déjà raconté des histoires d'amitié, que les amitiés de jeunes filles existent dans votre œuvre. Pourquoi c'est important de raconter l'adolescence et la raconter comme ça à travers des jeunes filles comme vous le faites? Grazie, anzitutto, sono molto felice di essere qui. L'adolescenza è la mia grande ossessione. Tutti
tutti i miei romanzi raccontano l'adolescenza, perché quello è il momento della vita in cui noi siamo chiamati a nascere una seconda volta, ma non dai nostri genitori, appunto, ma da noi stessi. Ed è una nascita estremamente eccitante, ma anche dolorosa, perché siamo chiamati a tradire i nostri genitori, la loro educazione, a tradire il quartiere o la provincia dove siamo nati, a tradire anche la nostra epoca che ci fa sognare determinate cose, ma noi dobbiamo trovare i nostri sogni, dobbiamo trovare i nostri progetti, i nostri talenti per fare la cosa più difficile che esista, cioè diventare noi stessi, sognarci con la nostra testa. Pausa. Poi continuo. Un'altra cosa. Merci beaucoup. D'abord, je suis très très heureuse d'être ici. Et oui, l'adolescence, c'est ma grande obsession. Tous mes romans en parlent parce qu'en fait, c'est un moment incroyable. C'est le moment où on est appelé à naître une deuxième fois. Pas de naître de nos parents, mais naître de nous-mêmes. Alors c'est à la fois très excitant, c'est très douloureux parce qu'on est dans la trahison, on doit trahir nos parents, notre ville, notre quartier, parfois même notre époque. Et on doit créer nos propres rêves, nos propres projets dans cette grande entreprise qui est celle de devenir nous-mêmes. Ma per riuscire in questa impresa epica, perché è molto facile ubbidire a quello che desiderano gli altri, ubbidire a come i tuoi genitori vorrebbero che tu fossi, ubbidire a quello che i tuoi compagni di classe si aspettano da te. Invece disubbidire è la vera missione a cui siamo chiamati. E tu ce la fai a 13 anni, a 14 anni, a 16, quando ancora non sai chi sei, a andare contro il mondo soltanto se hai un'amica su cui contare, un amico, cioè una persona tua pari che si mette in alleanza con te e che ti dice andiamo insieme in maniera sconsiderata, folle, a tentare il nostro futuro. È per questo che l'amicizia dell'adolescenza è così fondamentale ed entra nella nostra identità. Però attenzione, quel potere di quell'amicizia fa molta fatica a sopravvivere nell'età adulta, quando forse tu i tuoi sogni li hai realizzati o forse no, e la tua amica sì e tu no, e allora l'amicizia diventa competizione, invidia, ferita e distanza. Italia. Mais pour réussir ce grand but, parce que c'est facile d'obéir aux désirs des autres, c'est facile de faire comme les parents veulent qu'on soit, c'est facile de faire comme nos camarades de classe veulent qu'on soit, mais là il s'agit de désobéir, et quand on a 13, 14, 15 ans, qu'on ne sait pas trop comment les choses se passent, pour aller contre le monde, il y a un seul moyen de pouvoir faire ça, c'est d'avoir une amie, une alliée, quelqu'un avec qui on dit de façon complètement irraisonnée, allez on y va quoi qu'il arrive et on va tenter notre chance pour l'avenir. C'est pour ça que les amitiés adolescentes sont si importantes. Mais attention, parce que ce pouvoir survit très difficilement au passage à l'âge adulte, quand on a pu idéaliser nos rêves futurs alors que notre ami non. Et là, ça peut être le théâtre de grandes désillusions, de disputes et de ressentiments. Il est fort, hein. Il y a à la fois l'amitié, il y a aussi la famille. Elles viennent de familles très différentes et c'est très important. Elisa, elle a une maman fantasque, attachante, mais problématique aussi à plein d'égards. Elle a un papa professeur d'université avec lequel elle va finir par habiter, mais qui, pareil, a des difficultés de communication avec elle. Ils ont du mal à trouver un point de communication. Quant à Béatrice, elle a une mère qui se prend un peu pour un Pygmalion et qui veut la transformer en une copie d'elle-même, veut en faire un mannequin, veut lui donner un destin façonné à son image. Et je me disais que l'avantage aussi peut-être quand on a des personnages adolescents, c'est que ça permet justement à travers la famille de faire une sorte de radiographie de la société en analysant aussi les origines et la famille de vos personnages. La famiglia non è quel luogo idilliaco che ci raccontano e che ci raccontano molto i social. La famiglia è strutturalmente un luogo di conflitto e il conflitto
acuisce quando i figli diventano grandi, cercano di diventare grandi. In questo caso sono le figlie che ingaggiano tutte e due una lotta molto simile con le proprie madri, in una società che chiede alle donne di essere ancora una cosa sola, di essere madri perfette, di essere figlie ubbidienti. Entrambe le madri hanno subito questo taglio della donna dalla loro maternità. Una ha rinunciato a tutti i suoi sogni per essere la madre perfetta che crea la figlia perfetta, e l'altra è stata una donna che nella solitudine totale, perché ancora si chiede alle madri di essere il genitore che tutto rinuncia per i figli, l'altra non ce l'ha fatta. Quindi è la disperazione femminile, la solitudine femminile che io volevo scavare in questo romanzo. Le figlie cercano invece una strada nuova, una strada diversa, un po' come tutte le ragazze, non solo italiane, penso. Cioè, dateci la nostra complessità, fateci essere tutte le cose che vogliamo. Non vogliamo essere solo belle, sorridenti e pazienti, vogliamo essere scomode. Mais la famille est loin d'être ce lieu idéal qu'on nous présente surtout sur les réseaux sociaux. La famille, c'est structurellement un lieu de conflit. Et là, les deux filles s'engagent toutes les deux dans une lutte sans merci contre leur maman, dans une société qui ne valorise encore qu'une seule chose pour les femmes, celle d'être mère. Et les deux mères ont vécu aussi ça, cette injonction, de façon très différente. Il y en a une qui l'a acceptée, qui s'est soumise, qui a été la mère parfaite, qui va éduquer la fille parfaite. Et l'autre qui, elle, n'a pas du tout réussi, qui est dans le renoncement et qui, quelque part, a échoué à conforter la société dans cette attente qu'elle avait pour elle et à faire un peu son chemin à elle. Et c'est de ça que je voulais parler, c'est ça que je voulais creuser, c'est ce désespoir féminin de l'injonction à être une seule chose. Et donc les deux filles, elles veulent chercher leur propre voie, elles veulent aller contre ça, elles veulent qu'on les voit dans toute leur complexité. Elles veulent pas être belles, gentilles et sages et maman, elles veulent déranger. Véronique Olmy, on parle de l'adolescence. Chez vous, on retrouve l'enfance. Vous avez parlé du gosse, mais Bakita aussi, c'est une enfance qui aurait pu être complètement brisée, mais qui est, je vais l'employer, résiliente pour le coup. Celle de Bakita, en tout cas à sa manière, elle a réussi à trouver une voie, une porte de sortie à l'enfer. Et ma question est à peu près similaire à celle que j'ai posée à Sylvia. Pourquoi l'enfance? Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, comme écrivain, comme matériau essentiel à votre travail? Comme si on a le sentiment que c'est vraiment l'essence, la base de tout, raconter l'enfance. Est-ce que je peux d'abord dire que j'ai lu 2 livres de Sylvia et que c'est dans un style qui est extraordinaire parce qu'on est à la... les 2 livres que j'ai lus qui font partie de cette trilogie, C'est une vie parfaite et Maria Bellezza, explorent vraiment la complexité avec les contradictions, les revirements, les aspirations différentes, les attirances, les rejets, mais parfois dans une même seconde, des êtres entre eux qui se cherchent à travers les autres et à travers un désir de liberté. Et c'est formidablement bien écrit. Moi, je suis très sensible à ce style qui marie à la fois l'intérieur des personnages et là où ils sont. Là où ils sont est toujours très important, dans des petites villes qui se délitent, dans des lieux qui vont s'abandonnant, ou bien au contraire la beauté de la nature. Et voilà, et tout est un personnage, aussi bien une salle à manger qu'un extérieur. Voilà. Je voulais juste dire ma profonde admiration. Et pour revenir à l'enfance, je crois que je n'y pense pas plus que vous. Je ne l'ai pas plus que chacun de vous, je l'ai simplement en exploration. Mais on sait tous que c'est notre fondement, que c'est notre essentiel et que dans les traumas comme dans les joies, on l'est resté, on n'est pas des êtres à tiroir où tout d'un coup, on essaye de faire de nous des êtres à tiroir. Et ça, on le remarque surtout si on devient mère, c'est-à-dire que tout d'un coup, la femme disparaît totalement et on est la mère. Et comme disait Sylvia, la mère doit être parfaite, doit être selon une mythologie totalement créée par la culture à laquelle on appartient et derrière laquelle vous disparaissez. Mais
à part ça, on a toujours en nous cet enfant. Et l'enfant, il surgit parfois dans des choses très belles, la façon de rire, ou de bouger, ou de tomber amoureux, tout ce qui fait partie de la curiosité de la vie, de l'appétit de la vie, de la façon dont on peut ne plus être blasé, ou d'oublier la hiérarchie. Et le chagrin aussi. Le chagrin aussi, il y a des chagrins, oui, c'est pour ça que je parlais de trauma, il y a des chagrins très profonds, des terreurs intimes, des cauchemars qui viennent, quand on analyse un peu, qui viennent la plupart du temps du même creuset. Et donc, je ne crois pas être spécialisée dans l'enfance, ou pas plus que vous, mais c'est simplement que grâce à l'écriture, je peux essayer de mettre sur ma palette des variantes qui viennent de cette source qui est inépuisable. Mais est-ce que ça relève aussi peut-être d'une forme d'inquiétude quand vous écrivez le livre que vous venez de publier, Le courage des innocents, qui est un livre qui raconte une histoire contemporaine, ça n'est pas Bakita, ou c'est une autre époque où on peut mettre ça sur le compte des vicissitudes d'une époque révolue. Là, on parle de la souffrance d'une enfance que l'on côtoie au quotidien. Est-ce que quand vous écrivez sur les enfants d'aujourd'hui, ça relève d'une profonde inquiétude personnelle sur le monde comme il va en fait et que l'on voit à travers cette enfance? Oui, c'était presque plus... Bon, Bakita, c'était quand même dur à écrire, mais là, c'était... ça faisait vraiment partie de mes questionnements jour et nuit, c'est-à-dire je suis pas plus sensible que les autres à ce qui se passe pour les enfants, mais c'est vrai que c'est une façon d'ouvrir les yeux aussi, pas ceux des autres, les miens. Une façon de dire, cette fois-ci, tu mets les deux mains dans le cambouis et tu regardes les choses en face, d'aller à la pouponnière, voyager en France pour aller dans des foyers, des centres de parole, d'accueil, aller au tribunal. C'était une façon aussi de me confronter aussi personnellement à ça, tout en sachant que, voilà, je veux savoir dans quelle France je vis. La France dans laquelle je vis, c'est pas seulement celle des JO. Alors les JO, c'est très bien, c'est parfait. Aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de précautions oratoires, mais je sais aussi le nombre de personnes qu'on a déplacées et des sages-femmes qui sont devenues accoucheuses de rue, c'est comme ça qu'on appelle, et qui n'accouchaient même plus dans la rue, mais dans les caves, parce que les filles étaient en extrême danger. Et voilà, donc on a beau essayer de cacher la misère à coups de bulldozers et de parpaings et de murs, la misère, elle nous concerne, même quand on ne la voit pas. Alors on la voit beaucoup, puisqu'on sait qu'un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. La misère, elle nous concerne d'abord parce que c'est notre avenir commun, mais aussi parce qu'on est responsable du pays dans lequel on vit, je pense. Alors on fait ce qu'on peut. Et en ce moment, c'est vrai que la France donne une image, avec cette politique, donne une image d'un vieux monde qui s'effondre et qui n'a toujours pas compris sa jeunesse. Je m'attendais à ces applaudissements. Sylvia Avalone, vous avez dit un jour dans une interview, je pense qu'on ne peut pas raconter le destin de quiconque sans le relier au théâtre social. Je reprends cette phrase parce que Véronique vient de parler de ce que ça raconte aussi de la France d'aujourd'hui, ou du pays dans lequel on vit en tout cas. Et c'était pour vous demander si, quand vous racontez l'histoire d'une amitié, ou même dans Dacier, hein, votre premier roman, est-ce que finalement c'est une manière de raconter aussi votre Italie, votre pays? Ringrazio molto Veronique Olmi per la sua generosità, è un'ammirazione che ricambio completamente e in più ci sono tante cose in comune. Io penso che l'amore per la letteratura sia amore per la complessità, scomoda, difficile. È per questo che per me un'amicizia è stata un po' la mia lotta
lotta per la letteratura contro il sistema dei like e dell'apparenza che domina gli algoritmi dei social media, che hanno stravolto la nostra vita e il nostro modo di raccontare e di raccontarci. La letteratura fa il contrario, scoperchia le cantine, le soffitte buie, ti fa vedere i problemi, anzi ti dà un nome ai problemi, perché se tu non hai le parole per nominare le crepe, tu non le affronterai mai, tu non cambierai mai. E se ti mascheri dietro queste immagini luccicanti, stai semplicemente cercando di fuggire da te stesso e in questo modo il mondo se ne va a pezzi. Per me la letteratura è una forma di cura verso il mondo, perché quando tu conosci le storie, non dall'apparenza, ma dal di dentro, perché tu quando leggi diventi personaggi, senti come loro, pensi come loro, esci da te stesso, dai tuoi interessi e inizi a avere solidarietà, a prenderti cura proprio per quei luoghi della realtà che più ne hanno bisogno. Cosa ce ne facciamo di essere felici da soli in un piccolo quartiere quando tutti intorno c'è un'enorme sofferenza? Siamo davvero felici? Io credo di no. Allora, secondo me la letteratura che racconta i nostri paesi reali può aiutarci un po' a essere delle società migliori. Scusami. Oui, d'abord, merci beaucoup Véronique pour votre générosité et vos mots. C'est une admiration que je partage entièrement. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre nous, et notamment l'amour de la littérature. Pour moi, c'est l'amour de la complexité. Avec une amitié, ce que j'ai essayé de faire, c'était ma lutte personnelle contre ce monde des likes, de dire oui, non, cette façon de se raconter qui nous détruit complètement. Au contraire, la littérature, elle ouvre les portes, elle va dans les recoins cachés, elle cherche à montrer les problèmes, à leur donner un nom, parce que si on n'a pas les mots pour nommer les choses, pour nommer les failles, les brèches, on n'arrivera jamais à rien changer. Et on sera juste en train de se fuir soi-même pendant que le monde autour de nous est en train de tomber en miettes. Donc, il y a quelque part une forme de remède contre la chute du monde comme ça. La littérature nous offre aussi une solidarité, parce que est-ce qu'on est vraiment heureux? Moi, je ne suis pas tout à fait sûr, quoi. Mais la littérature peut, un petit peu, quand elle décrit la réalité sociale comme ça, aider à ce que nos sociétés deviennent meilleures. Même pas mal. Véronique Olmy, est-ce que vous avez le sentiment que la fiction, au-delà de la nécessité et le plaisir de l'écrire et de la lire, a quelque chose à apporter sur un plan, et je vais employer ce terme au sens premier et large et noble du terme, au plan politique. Je ne dis pas politique gouvernement, je dis politique. Est-ce que vous pensez que la fiction a un rôle politique à jouer dans la cité? Oui, sans ça, c'est juste du décor. L'écriture, si elle n'est pas décorative, elle est politique. C'est-à-dire qu'elle est là pour pointer les tourments, l'ambiance, les aspirations d'une société, d'une culture, d'un pays. Elle est là pour élargir, parce que paradoxalement, la fiction, elle va s'emparer d'un personnage, mais ce personnage-là, comme on va le suivre, si effectivement il est suffisamment décrit, s'il est complexe, s'il y a quelque chose qui nous mène vers lui, on va le suivre et c'est lui qui nous ouvre les portes. C'est lui qui nous... On retient beaucoup plus Regardez ce qui se passe en ce moment, je crois que finalement on n'arrive jamais à ne pas en parler, les viols de Mazan. C'est une femme qui parle. Bon, elle parle... Il lui est arrivé à une femme, ce qui peut arriver à une centaine de femmes. Mais je veux dire, cette femme-là, elle incarne quelque chose. Comme en 1978, avec le procès dont Gisèle Halimi, des deux jeunes homosexuels belges, dont Gisèle Halimi était la représentante, qui avait été violée dans les Calanques de Marseille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un visage, tout d'un coup, il y a un prénom, il y a une histoire dans l'histoire. Et il n'y a que ça qui compte, c'est-à-dire les chiffres ne nous ressemblent pas. Les chiffres ne nous rappellent rien de nous-mêmes. Mais quand tout d'un coup, il y a une figure,
ça peut vraiment changer les choses. Et on a besoin qu'on nous raconte une histoire comme quand on était enfant. Ce besoin-là, qui est immémorial, il nous aide à comprendre le réel. À la fois, là encore, c'est paradoxal, parce que quand on lit un livre, c'est un espace intime qui nous soustrait au bruit, pas au bruit profond, mais au bruit de fond de la société. C'est à la fois un mouvement intime, et ce mouvement intime, il va nous plonger dans le cœur inconfortable de nous-mêmes et de la société dans laquelle on vit. Mais je pense que le héros de roman, c'est quelqu'un qui nous prend la main, quoi, qui nous entraîne très, 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 très loin. Vous avez dit un jour que pour travailler sur un roman, vous enquêtez et qu'ensuite vous le traduisez en littérature. Et je retiens le mot traduire, ou on pourrait dire interpréter, comme si le métier d'écrivain, c'était interpréter, traduire le monde, comme si le monde était une langue qui pouvait nous rester secrète ou étrangère jusqu'à un certain point, et que par le biais de la fiction, par le biais du romancier, ça pouvait faire effet de révélateur. Oui, parce que ce qui compte dans le roman, c'est pas seulement ce qu'on va dire, c'est comment on va le dire. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi du style de Sylvia, parce que c'est pas seulement un rapport, c'est pas un article de journal, c'est pas un essai sociologique ou historique, c'est une incarnation. Et pour ça, il faut que le rythme du roman, l'écriture, c'est une partition, c'est musical. Il n'y a que ça qui compte. Vraiment. Et donc, la façon dont la forme s'accorde au fond, c'est essentiel. Par exemple, dans ce roman, je voulais qu'on soit comme Ben, étranger partout, un peu averti, mais pas trop, et qu'on le suive et que ça aille très vite, parce que lui, il apprend tout par choc successif. Aujourd'hui, on dirait qu'il se prend des murs, mais c'est vrai, il va chercher son frère, il voit la réalité. Son frère, c'est pas vraiment tout ce à quoi il s'attendait. Et ensuite, l'Ukraine, il est comme nous, il est étranger, il y va, il apprend, et c'est des chocs et des chocs. Et je voulais que ça aille vite. Et j'ai supprimé la moitié du roman parce qu'il y avait trop de scènes. Parce que je voyais bien quand je faisais des scènes, ça s'étalait, et je voulais pas que ça s'étale jamais. Je voulais que ça commence comme quand il part en voiture très vite, et on continue, et qu'on tourne les pages vite. Et qu'on respire en même temps que lui, d'une certaine manière. Oui, parce qu'il y a que ça qui compte, c'est-à-dire quelle est cette partition, quel est le tempo, comment on va danser ensemble avec le lecteur, dans quoi je l'entraîne. Sylvia Avallone, et je suis certaine que ça vous parle, ce que dit Véronique Olmy, parce que ce rythme, on le retrouve aussi dans vos livres, hein, cette volonté comme ça que les personnages se percutent et qu'il y ait un souffle. Est-ce que vous l'entendez comme ça? Est-ce que vous travaillez comme ça, avec ce souci de la partition qu'évoquait Véronique? Sì, sono molto molto in sintonia con Veronique. Devo dire che io mi nutro molto di poesia. Il mio primo nutrimento letterario lo è stato proprio alle elementari. Ho iniziato a scrivere dopo aver imparato questo poeta italiano che non so quanto sia conosciuto qui, per me è stupendo, ed è Giovanni Pascoli, che si studia a scuola come una cosa noiosa, in realtà è fenomenale ed è molto musicale, e quindi tutta la mia prosa in qualche modo nasce da lì, da quella prima poesia imparata alle scuole elementari. Pausa, poi vado avanti. Je suis tout à fait en harmonie avec ce que dit Véronique. Et moi, je dois vous dire, je me nourris beaucoup de poésie. Ma première nourriture littéraire, c'est quand j'étais à l'école élémentaire et que j'ai connu ce poète. Je ne sais pas à quel point il est connu ici en France, Giovanni Pascoli. Et à l'école, on étudie ça comme quelque chose d'un peu ennuyeux, et alors qu'en fait, c'est super musical. Et toute ma prose vient de cette découverte de ce poème-là. Però l'energia della scrittura, il mio bisogno di conoscere certe storie, perché io non scrivo i libri perché so quello che voglio dire, ma perché voglio scoprirlo,
viene da tanta rabbia che provo, immersa in una società piena di ingiustizia, e le donne sono una parte spaventosamente grande di questa ingiustizia. Il vostro caso in Francia è emblematico, ne parliamo anche noi tutti i giorni. In Italia ogni 2-3 giorni muore una donna uccisa dal proprio marito, dal proprio compagno, davanti ai figli. È la cronaca di tutti i giorni che ci racconta come la nostra libertà sia negata. A noi ancora oggi viene chiesto di essere cose, degli oggetti che stanno buoni, che appartengono ai compagni, ai maschi, ai padri, ai figli. Dobbiamo sempre stare di lato un passo. E io questa cappa, questa prigione la respiro, la sento, ci sono immersa, e per me scrivere è un tentativo di liberarmene. Mais cette énergie dans l'écriture, elle est essentielle. Moi, j'écris pas parce que je sais quelque chose, j'écris parce que j'ai besoin de connaître, j'ai besoin de découvrir des choses. Mais mon écriture à moi, elle naît d'une immense colère que j'éprouve contre l'état du monde et surtout contre les injustices dont les femmes sont une des principales victimes. Elles sont une énorme partie des injustices subies. Par exemple, le procès Mazan que vous évoquez, on le suit aussi tous les jours en Italie. Tous les 2 jours, il y a un féminicide en Italie, des femmes qui sont tuées devant leurs compagnons, devant leurs enfants. Et c'est terrible de voir à quel point notre liberté nous est déniée, à quel point on est toujours face à cette injonction d'être des choses, d'appartenir aux hommes, aux enfants, à nos compagnons, de toujours se mettre sur le côté. Et moi, cette chape de plomb, cette prison, je la ressens au plus profond de moi-même. Et l'écriture, c'est une tentative de m'en libérer. C'est intéressant que Sylvia ait employé le mot colère, parce que c'était la question que je voulais vous poser, Véronique. Est-ce que quand vous écrivez sous l'impulsion d'une colère, ou au contraire, au moment où vous allez écrire, vous avez pris une distance qui serait peut-être nécessaire pour pouvoir justement nous emmener dans votre sujet? Est-ce que la colère est un moteur pour vous? Tout à fait honnêtement, le moteur de ce livre, c'était aussi un grand chagrin, un deuil très, très violent. Et donc, ça a été aussi une des impulsions du livre. Ensuite, comme disait Sylvia, on ne sait pas tout. Enfin, moi, quand j'écris souvent pour essayer de comprendre. J'écris pas en résolution, c'est-à-dire que j'écris en questionnement. Et la question, elle est toujours la même, c'est le bien et le mal. Et on revient toujours à ça, le bien et le mal, le bien et le mal qui est humain, c'est pas possible que le mal soit humain. Et cette question, quelqu'un comme Dostoïevski l'a travaillée jusqu'à son maximum, c'est-à-dire que Dostoïevski pensait que l'homme avait des pulsions du bien, des pulsions du mal, soit, on est tous d'accord, mais en même temps, là c'est très gênant. Mais après, il y a plusieurs temps dans le travail pour ce qui me concerne. Il y a le matin, c'est ce qui s'impulse, parce que je ne sais pas le matin ce que je vais écrire, je ne sais pas les personnages, ce qui va se passer, Je me mets des musiques, j'ai une playlist par roman. Alors il y a des musiques justement très virulentes, très saccadées, qui peuvent m'entraîner pour certains rythmes. Et puis après, il y a le retravail sans musique, sans rien, qui est d'un deuxième temps d'être impitoyable envers moi-même. Sylvia, est-ce que vous fonctionnez de la même manière? Est-ce que vous stimulez par une musique qui accompagnerait une humeur, un état d'esprit? Qu'est-ce qui vous porte, vous, au-delà de la colère que vous avez évoquée tout à l'heure? No, io ho I tappi nelle orecchie, ho bisogno del silenzio totale per scrivere
e infatti ho bisogno che le mie figlie siano lontane. A quel punto è come se io fuggissi con un amante, che però è fondamentale per me per scrivere, perché la scrittura per me non è coniugale, è clandestina. Devo sempre, come quando leggo un libro che mi piace, avere questa sensazione che sto trasgredendo, che sto facendo qualcosa che non si può fare, che mi sto ribellando, che sto uscendo infatti dai confini, perché per me scrivere deve essere come leggere. Devo uscire di casa e iniziare a trovarmi in una storia che mi mette in croce. È per questo che la letteratura è così efficace nel raccontare il male, mentre la cronaca no, perché la cronaca ti dice quello è il mostro e la letteratura dice il male è dentro di te, il mostro c'è anche in te e questo è molto difficile da digerire, ma è anche la verità. Non, alors moi, pas du tout de musique pour moi. Moi, je mets des boules caisses, je veux un silence total, il faut que mes filles soient parties. C'est presque comme si je m'échappais avec mon amant, quoi. Parce que pour moi, l'écriture, elle n'est pas conjugale, elle n'est pas là-dedans. Il faut que j'éprouve cette sensation de transgression, la même chose que quand je lis, il faut que je sorte de la marge. Et voilà, il faut que ça me fasse sortir de chez moi, sortir de moi, trouver une histoire qui me transporte complètement. Et c'est pour ça que la littérature est si propre à décrire le mal, parce que les journaux disent « voici un monstre, voilà ce qui s'est passé ». La littérature, elle dit « non, le mal, il est en toi ». Véronique Olmy, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une place particulière pour la femme écrivain ? Il est facile, évidemment, et souhaitable de dire qu'on est tous égaux, que ce n'est pas important d'être une femme ou un homme, l'important c'est d'écrire, etc. Mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas une spécificité dans l'engagement, dans l'écriture, lorsqu'on est une femme ? Je ne sais pas. Je crois que ça fait partie d'un tout, d'une culture. On le voit bien, hein, on est dans une société qui reste patriarcale, profondément patriarcale dans les mentalités. C'est ça le pire, parce moi je suis pour la parité imposée comme ça petit à petit, bon mais ça se discute, mais moi je suis pour qu'on impose, pour qu'on s'habitue, pour qu'on investisse tous les champs partout, mais le pire c'est intérieur. Pour revenir à ces viols de Mazan, ce qui est très intéressant, c'est ce que disent ces personnes qui ont violé, qui sont de 22 ans à 74 ans. Ce qu'ils disent, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, comment est-ce qu'on élève nos enfants, même les plus engagés d'entre nous, dans quel monde, dans quelle ambiance on est. Alors après, est-ce que nous, les femmes écrivaines, on n'est pas plus que les autres. On n'est pas plus qu'une aide-soignante à l'hôpital. On vit le même patriarcat avec des échelles différentes, mais c'est la même société. Et la société est fondamentalement misogyne et patriarcale. Je suis désolée, mais c'est vrai. Une écrivaine n'est pas différente dans ce qu'elle vit au sein de la société d'une sage-femme, par exemple, mais elle a le pouvoir de la plume. Et donc, ma question est peut-être de dire, est-ce qu'il y a un regard plus attentif, justement, sur certains sujets, sur certaines thématiques, qui seraient peut-être moins traitées par les hommes ? Oui, je pense que tout le pan de la maternité qui conditionne toutes nos vies, comme disait Sylvia au début, c'est-à-dire qu'on est préposé à ça dès qu'on est, implicitement et explicitement. Donc il y a déjà une charge, une attente qui est ciblée. Et puis ensuite, c'est un rôle très défini, très 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 clos. Et ça, moi, je l'ai vu beaucoup dans les tribunaux. Et j'en parle dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a une fatalité. Il faut faire des enfants. On le voit auprès des adolescentes. Il y a de plus en plus d'adolescentes qui sont enceintes et qui gardent leur enfant parce que il leur arrive enfin quelque chose, elles vont devenir quelqu'un d'important, on va s'occuper d'elles, et c'est une grande détresse. Et ça montre à quel point la mère est sanctifiée.
parce qu'on place tout en elle. Et si les enfants ukrainiens sont déportés, sont volés, sont mis en adoption, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien si l'enfant est un territoire. Et l'enfant étant un territoire, la mère, voilà, elle est, par extension, c'est quand même à elle que De Gaulle s'adresse après la Seconde Guerre mondiale en disant le nombre de millions de beaux bébés, c'est comme ça qu'il dit, de beaux bébés, qu'il faut faire. Mais pourquoi ? On sait bien que c'est pour les guerres. La démographie, elle ne concerne pas la vie, elle concerne la guerre. Ouais. Véronique me dit on a une salle très engagée, ça fait plaisir. Sylvia, ma question est quasiment la même pour vous. Est-ce que vous vivez comme un écrivain femme ou simplement comme un écrivain ? Penso a me lettrice prima, penso a me al liceo quando studiavo l'Iliade e il mio problema era lo stesso problema dei maschi, cioè sono Achille o sono Ettore, ma tutte le donne dell'Iliade che erano merce di scambio, cose da stuprare, ovviamente quelle io non volevo vederle. Io ci ho messo un sacco di tempo ad accettare di appartenere a quella metà della popolazione mondiale che non era protagonista, il cui destino era quello marginale. E anche quando ho conosciuto una ribelle potente come Madame Bovary, all'inizio l'ho disprezzata a 16-17 anni perché dicevo guarda che madre degenere questa qui. Poi però crescendo ho iniziato a avere simpatia per Madame Bovary, ho iniziato a vedere nella sua lotta per vivere una vita davvero e non stare nell'angolo del camino una pulsione di cui mi dovevo appropriare. Però io mi sono formata fino alla grande scoperta di Elsa Morante praticamente solo su autori maschi. Pausa, poi vado avanti. Moi, je pense d'abord à moi, lectrice. Je me revois au lycée quand je lisais l'Iliade et que mon grand problème, c'était le problème des hommes. Je me disais, est-ce que je suis Achille ou Hector ? Et que je ne pensais pas du tout à toutes ces femmes qui étaient des marchandises, qui étaient des choses qu'on pouvait violer à sa guise. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'appartenais à cette moitié de l'humanité qui n'était pas protagoniste, qui n'intervenait pas, dont le destin était complètement secondaire. Et même les fois où il m'arrivait de trouver des femmes rebelles comme Madame Bovary, mais je la méprisais au début, je me suis dit, mais quelle mère dégénérée. Et petit à petit, j'ai commencé à éprouver de l'empathie pour Emma, pour comprendre sa lutte pour être quelqu'un, pour ne pas rester relégué dans les côtés de l'histoire. Et là, il y a eu cette grande découverte qui est celle d'Elsa Morante. Ma ci ho messo del tempo, da scrittrice parlo, proprio ai tempi di Acciaio, quando io ero giovane, ho fatto mia, in qualche modo, la battaglia di Elsa Morante di dire la letteratura non ha sesso. Lei diceva chiamatemi scrittore. E io all'inizio anch'io, no? Giovane, rampante, dicevo sì, voglio essere uno scrittore, la libertà, cioè deve essere libera la letteratura. Peccato che scrittore un sesso ce l'hai come? Ed è maschile. In Italia c'è un grande dibattito sul linguaggio, ma noi come facciamo a pensare e a cambiare se non riusciamo a nominare in maniera precisa la realtà? Un'avvocata, un avvocato sono diversi. Non possiamo chiamare al femminile solo le contadine, le operaie, le tate, le donne delle pulizie, e però i magistrati, i notai, i presidenti al maschile. E allora ho cominciato a volermi prendere con tutto l'orgoglio del mondo quella parola che è scrittrice, che è una parola piena di futuro in realtà, perché non è da tanto che noi donne raccontiamo noi stesse da protagoniste nella letteratura. Lo hanno fatto in poche pioniere prima perché non potevano, adesso però abbiamo questo potere. Anche secondo me la letteratura è libertà. Voglio essere maschio, femmina e qualsiasi altro, anzi liberarmi dagli stereotipi, da tutte le gabbie di genere quando scrivo,
Ma io è vero anche che parto da questo corpo, io è vero anche che mia nonna che ha rinunciato a tutto per i figli me la ricordo, che mia mamma che era una disgraziata perché lavorava e mi portava a scuola prima, me la ricordo, e questa battaglia non è solo il mio nome. Et j'ai mis beaucoup de temps parce que ce que je disais, c'est qu'Elsa Morante, elle voulait qu'on l'appelle un écrivain. Elle disait la littérature n'a pas de sexe. Moi, je suis écrivain. Et à l'époque d'Acier, mon premier roman, j'étais toute jeune et je voulais mener la bataille d'Elsa Morante. Je me disais, moi aussi, je suis juste un écrivain, c'est comme ça. Mais malheureusement, un écrivain, ça a un sexe et ce sexe, c'est masculin. En Italie, on a ce grand débat sur la langue, ce qu'il faut féminiser ou pas, etc. Mais comment est-ce qu'on peut avancer si on n'arrive pas à nommer les choses? Un avocat, une avocate, c'est pas la même chose. On peut pas juste dire du féminin pour une paysanne ou une femme de ménage et garder les magistrats, les notaires et les présidents au masculin. Et donc à un certain point, j'ai voulu m'approprier ce terme d'écrivaine, d'autrice, et de me dire, c'est un mot du futur, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé à se raconter nous-mêmes comme protagonistes. Il y a eu quelques pionnières, mais on pouvait pas vraiment. La littérature, oui, c'est un espace de liberté. Moi, je veux me libérer de tout. Je veux plus être assigné à des cases, du genre, de tout. Mais je suis aussi lié à ce corps et je porte aussi en moi ma grand-mère. Je porte aussi ma mère qui travaillait, qui venait me chercher très tard à l'école. Donc ce combat, c'est le mien, mais c'est aussi celui de toutes ces femmes qui sont venues avant moi. Par extension, avec ce que vient de dire Sylvia, il y a une question que j'ai envie de vous poser à toutes les deux, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cet échange. C'est de nous dire, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé que vous deviendriez écrivaine, autrice? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que c'est un autre écrivain, une autre autrice? Un moment, une émotion. Quand est-ce que vous avez décidé que vous feriez ce métier? Je ne crois pas qu'on puisse décider qu'on va l'être. Je crois que ça se fait petit à petit. Moi, quand j'étais petite, je lisais tout le temps. J'écrivais des romans que je ne terminais pas. J'étais dans une famille, alors moi, ma grand-mère écrivait beaucoup, où l'oralité et l'écrit avaient beaucoup d'importance. Je baignais là-dedans. Après... j'ai commencé par le théâtre, donc on dit dramaturge, on ne dit pas vraiment écrivain. Et puis ça passe par une autre interprétation, c'est un geste, c'est une proposition, la pièce de théâtre. Donc tout ça se fait par glissement progressif. Et puis avant de s'apercevoir qu'on a envie, qu'on peut en vivre, c'est déjà un autre palier. Et comme on a moi j'ai toujours peur que ça s'arrête parce que je ne dis pas ça par coquetterie, mais simplement parce qu'il faut que la tête suive. Et il y a cette question, est-ce qu'on sait qui va être notre dernier amour? Est-ce qu'on sait qui va être notre dernier roman? Et donc c'est très instable, il n'y a rien d'installé en fait. Sylvia, même question. Io ho sempre amato più di tutto leggere, fin da quando ho imparato a leggere, e anche per questo non mi sarei mai azzardata a pensarmi una scrittrice. Quello che io pensavo di fare nella vita era l'insegnante di letteratura italiana alle superiori, un modo di accendere la passione, e devo dire che mi dispiace, mi manca la scuola. Però poi mi sono ritrovata a un certo punto a Bologna, all'università, in uno studentato. Io ci stavo per reddito e per merito, avevo una borsa di studio, dovevo finire tutti gli esami e laurearmi assolutamente a breve, solo che poi mi sono resa conto che il famigerato posto fisso, il lavoro sicuro nella scuola pubblica comunque era lontano anni luce, pieno ancora di ostacoli, e a quel punto lì mi sono detta: Silvia, ma cos'hai da perdere? Niente. E allora buttati sulla strada folle, visto che quella normale sembra impossibile. E lì, con la foga della disperazione, perché mi giocavo il ritorno in provincia, ho scritto Acciaio. E ho detto: vada, spacca, al massimo torno e dico va bene, ricomincerò da capo, mi reinventerò, però ci devo provare.
E poi è andata. E a questo punto io non penso che potrò mai cambiare lavoro nella vita, però capisco il ragionamento di Véronique, perché per me ogni libro è come di nuovo essere in quello studentato ed esordire con me stessa. Moi, j'ai toujours aimé lire plus que tout, donc quand j'étais petite, jamais j'aurais osé penser que je serais écrivaine. Moi, ce que je voulais, c'était être enseignante de littérature italienne à l'école. Et je dois dire que je regrette un peu, ça me manque l'école quand même. Puis ensuite, je me suis retrouvé à l'université de Bologne, j'avais une bourse, ce qui m'obligeait à finir tous mes examens, tout réussir. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le travail à temps plein, cette vie-là, etc., c'est loin, il y a encore plein d'obstacles. Et je me suis regardé, je me suis dit, Sylvia, t'as rien à perdre. Il faut que tu prennes la route de la folie et du risque plutôt que la route de la sécurité. Et là, je me suis dit, ok, ben je vais écrire Dacier, c'était mon premier roman, je me lance, quoi qu'il arrive, je recommencerai peut-être 1000 fois, peut-être que je vais me planter, peut-être que je vais me casser la gueule, mais il faut que je continue à avancer, il faut que j'essaye. Et maintenant, je comprends que je pourrais plus jamais arrêter de faire ça, même si je comprends ce que dit Véronique, parce que tout livre, c'est encore un recommencement, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, et bon, on ne sait jamais à quel moment ça peut continuer ou pas, quoi. Un immense merci, mesdames, pour cet échange. Véronique Olmy, Le courage des innocents, c'est aux éditions Albin Michel, et Sylvia Avallone, le dernier roman, Une amitié, aux éditions Liana Lévy. Bientôt un prochain, en février, je crois. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui, et bravo à notre interprète qui était quand même formidable.